Bonjour, bienvenue à l'Info. Ici François Poisson pour Télécart. Je suis à Nicolette, au centre Gabriel Granger, où m'a rejoint un de mes collègues, M. Germain Drouin. Bonjour. Salut François, comment vas-tu? Ça va très bien. Good. On est nouveaux collègues. Ben, en fait, ça fait quand même un certain temps. Même, tu as commencé à Télécart avant moi, mais comme bénévole, alors que là, ça prend une autre tournure. Tout à fait. Donc, j'ai commencé, ça fait, mettons, 18 mois à peu près comme bénévole, simplement parce que l'idée du canal Télécart me plaisait beaucoup. Puis, j'ai parlé une couple de fois à Stéphane. Et puis, je pensais pouvoir travailler peut-être au niveau de la programmation, puis plus au niveau de technique, etc. Et puis, il m'a été proposé la possibilité de faire une émission. À l'époque, c'était avec Hélène Langis, oui, qu'on a commencé ensemble. Et donc, c'est vraiment arrivé comme ça. Et après un an de travail avec Hélène, bien, ça prend une autre tournure maintenant, où est-ce que je m'engage un petit peu plus en profondeur pour travailler au sein de l'équipe de journalistes de Télécart. Là, on parle de l'émission 50 ans et après. Oui. Qui avait eu l'idée de cette émission-là? Bien, en fait, en toute modestie, le titre de l'émission, c'est moi qui l'avais trouvé parce que je trouvais que l'idée, 50 ans et plus, ou je trouvais ça un peu ordinaire. Et je me disais, 50 ans et après, là-dedans, il y a deux significations. 50 ans et après, ça peut vouloir dire et après, il n'y a rien là, 50 ans. Puis ça peut aussi vouloir dire, après 50 ans, il faut qu'on pense à ce qui va nous arriver. Alors, ce double jeu de mots-là, je le trouve intéressant. Puis finalement, c'est accepté par tout le monde. Puis c'est le titre de notre émission, 50 ans et après. Et là, pour cette émission-là, donc, il y a la recherche des invités, ensuite la recherche d'un lieu de tournage, ensuite le travail d'animateur, d'intervieweur. Oui. En fait, oui, c'est quand même pas mal de travail si on tient compte du fait qu'il faut trouver des invités qui ont quelque chose à dire. Et il y en a qui sont difficiles à convaincre. On sait qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, mais ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Ça, c'est frustrant parce qu'on réussit des fois. On ne réussit pas à convaincre des gens qui auraient tellement des belles choses à nous dire, mais pour toutes sortes de raisons, ou parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à dire, on ne réussit pas à les convaincre. Mais oui, il y a aussi, à chaque fois, depuis un an et demi, à chaque nouvelle émission, il faut trouver des nouveaux lieux de tournage. On a fait le tour pas mal, là, je pense. Et je dois d'ailleurs saluer la générosité puis remercier tous les gestionnaires d'entreprises qui nous ont passé leurs locaux aussi bénévolement. On vous a vu à la Maison Rodolphe-Duguay, oui, au Centre diocésain, ça se peut-tu? Au Centre des Arts. Au Centre des Arts populaires de Nicolette. Oui, au Musée de religion. Oui. À l'atelier. L'ancien presbytère de Saint-Angèle, de Laval. À l'atelier de Robert Roy. Où est-ce qu'on avait du beau visuel parce qu'en arrière, c'était placardé des peintures, des tableaux de Robert Roy. On était au Théâtre Bellecour aussi, à Baie-du-Fèvre. Et d'ailleurs, la prochaine série d'émissions qu'on va faire pour 50 ans et après, on va toutes les faire au Théâtre Bellecour. Donc, c'est une attente qu'on a faite tout récemment. Donc, je tiens à les remercier de nous prêter leur local. On va faire ça dans le lobby de ce beau théâtre-là, qui est vraiment très, très, très beau. Avec les oiseaux en haut. Là. Exactement. Alors, pour les prochaines parutions, ça va être les prochaines émissions jusqu'en juin, en fait. Et donc, à ce qui concerne le travail de recherche, c'est aussi un travail qui demande du temps un peu, trouver les bonnes personnes. Et moi, ma philosophie, c'est toujours été de dire qu'il n'y a pas seulement une façon d'aborder sa vie d'aîné. Il n'y a pas une sorte d'aîné. Aujourd'hui, un aîné, ça peut être, c'est n'importe qui. Il y a 20 ans ou 30 ans, on disait à 65 ans, on disait « t'es rendu à l'âge de la retraite ». C'était ça, 65 ans. Ouais. Aujourd'hui, on calcule qu'on se déclare aîné à l'âge de 74 ans. 72 ans pour les hommes, puis 76 ans pour les femmes. Les femmes vivent évidemment plus vieux que les hommes. Donc, le concept même d'aîné change beaucoup de signification. Et c'est ça que je veux refléter dans cette émission-là, c'est que il y a différentes façons de voir
voir les choses. Et puis, il y a autant de façons de voir la vie quand on est aîné que quand on est jeune. Et c'est un marché important parce qu'on dit qu'en 2025, il va y avoir pas loin de 10 millions d'aînés au Canada. C'est plus que la population de la province du Québec, ça. Donc, dans l'ensemble du Canada, on va avoir 10 millions. Donc, c'est vraiment un marché, entre guillemets. Là, je ne veux pas employer un mot trop de marketing, mais là, il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de choses à faire pour les aînés. Là, je ne me mêle pas de mes affaires, là, mais tu as sûrement déjà contemplé l'idée de la chaîne. Donc, demander à un invité, « Hey, qui je devrais interviewer en prochaine personne? » Ça... Oui, ça m'arrive. Et j'ai des gens qui ont la générosité de me rappeler pour me dire « Hey, pourquoi tu n'interviews pas telle personne que je connais? » Alors ça m'envoie un signal positif que la personne que j'ai interviewée est contente d'avoir été interviewée chez nous, même si je ne me considère pas comme... Je ne suis pas un professionnel de l'interview, c'est quelque chose qui arrive... c'est pas du tout ça que j'ai fait dans ma vie. Ça me flatte de me faire dire, bien, j'ai aimé l'entrevue que j'ai faite chez vous. Et donc, oui, il y a du bouche à oreille comme ça, puis il y a des références qu'on reçoit de nos invités sur place qui nous aident à trouver les gens. Des fois, on ne peut pas se douter où ça va aller. Puis il y a un monsieur, il y a eu l'inauguration du parc Henri Fréchette à Nicolette. Oui. La famille de M. Fréchette s'était mobilisée pour qu'on rende hommage à ce monsieur-là. Et un de ses fils était là. Puis je l'ai interviewé après la conférence de presse, tout ça. Il m'a remercié. Il dit « Hey, j'ai envoyé ça à tous mes chums d'école, des gars qui étaient à Nicolette dans le temps, puis là, ils sont rendus à gauche puis à droite, puis hey, ils ont bien aimé ça. » Puis, fait bon. C'est bien. Moi, ça m'est arrivé avec M. René Burubé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui fait un grand philanthrope, un philanthrope de Saint-Léonard-d'Aston. Il m'a dit, moi, j'ai des amis en Allemagne, puis en France, puis je leur ai envoyé ça. Bon, on est rendu maintenant des vedettes internationales. C'est bon. Donc, une continuité, 50 ans et après, en solo maintenant. En solo, mais alors on va modifier un petit peu la formule parce qu'on veut continuer à faire des entrevues, mais on veut se pencher un petit peu plus sur l'actualité, pas sur l'actualité, mais peut-être sur les enjeux, les questions qui préoccupent les aînés. Donc, on va conserver la formule actuelle, mais on va faire un ajout. Okay. L'avantage que je trouve qu'on a, c'est qu'en travaillant pour la chaîne Télécart, c'est une chaîne qui est, par définition, communautaire, mais enracinée dans la région. Donc, moi, je trouve ça important que si on parle des questions des aînés, que ce soit des questions locales, qu'on parle des enjeux qu'il y a ici, dans Nicolet, Bécancour, Yamaska, que ce soit le transport, l'alimentation, l'hébergement, les loisirs, la culture. Il faut... si j'invitais, par exemple, Marguerite Blais à venir ici, je voudrais qu'elle me parle des enjeux chez nous. Si vous êtes capable de me parler, puis peut-être qu'elle est capable de le faire. Mais alors, donc, tout ça pour dire qu'il faut profiter du fait qu'on a cette télévision, Télécart-là, pour vraiment communiquer nos problématiques puis nos enjeux locaux. C'est la seule façon qu'on peut réussir à avoir un auditoire intéressé, je pense. Oui. On est ultra local. Oui. Je pense que ça, c'est un gros avantage. Oui. Les gens sont aussi... Ils se reconnaissent, ils sont compréhensifs, hein? Ils ne sont pas super exigeants. Moi, je trouve que les gens sont très généreux envers moi. Je les trouve très compréhensifs. Et on est comme une famille, en quelque sorte. Puis, mais dans le fond, l'important, c'est qu'on apprenne quelque chose, qu'on sente qu'il y a une espèce d'esprit communautaire là-dedans, qu'on appartient, qu'on a les mêmes valeurs, puis qu'on s'occupe aussi de nos aînés. Ils ont des préoccupations, puis il faut eux qui sentent qu'on les écoute. Alors, Là, on a parlé tantôt de notre caméraman Martin avec Stéphane Lévesque. Mais je vais en reparler encore de Martin, parce qu'il m'a fait remarquer qu'il était allé filmer Stéphane décrivant un match de hockey. Mm-hmm. Puis
que là, que Stéphane, dans ses commentaires, c'était pas juste, bon, une passe d'un tel... C'était, hey, lui, c'est le fils de, puis il faisait des liens familiaux. Parce que Stéphane vient de Saint-Léonard, connaît tout le monde, tout ça. Fait que, ben, c'est ça qui distingue une télé communautaire, je pense, d'une autre sorte de télé qui est plus lointaine, plus distante, qui ne saura pas justement comment le monde est imbriqué. Oui, le cousin d'un tel, puis le fils de l'autre. Les liens, la filiation. Absolument. Moi, ça fait 12-13 ans que je suis sur le territoire, mais je me sens ici, sans mauvais jeu de mots, comme un poisson dans l'eau. Donc, et puis, je l'ai tatoué sur le cœur. Donc, voilà, moi aussi, je ne suis pas capable de faire tous les liens familiaux, mais le plus que je peux, on vit dans la ruralité, on peut dire ici. Ouais. Et il faut que, en vivant ici, qu'on ait une qualité de vie équivalente à ce qu'on retrouve dans les grandes métropoles, qu'on ait les mêmes services, qu'on se sente chez nous autant, qu'on ne se sente pas délaissé, qu'on ne se sente pas loin, qu'on ait accès à tout ce qu'on souhaite avoir accès. Et avec Internet, avec les médias sociaux, avec tous les moyens de communication qu'on a maintenant, c'est possible de dire on vit à Saint-Léonard ou à Sainte-Eulalie, et puis on est capable de travailler, puis on est capable de rester en contact avec le reste de la planète. On peut avoir un rayonnement international, si on veut. Là. Tout en habitant une petite collectivité où la qualité de vie nous permet de vivre avec notre famille, nos enfants, etc. Sur une note plus personnelle, là, toi, Germain, tu es originaire de quel endroit? Alors, c'est pas très original. Je suis originaire de Nicolette. Bon. Ouais. Est-ce que tu habites toujours, Nicolette? Oui, en fait, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans à Nicolette. Donc, j'ai fait 18 ans, en fait, parce que j'ai fait, à l'époque, j'étais pensionnaire au Mont-Bénilde à Saint-Angèle-Laval. Ouais. Après ça, à Sainte-Foy, Québec. Puis j'ai fini mon cours classique ici au séminaire de Nicolet et à l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que c'était l'année où le séminaire fermait. Et après ça, je suis parti, je me suis exilé vers Toronto et Montréal. Et j'ai passé ma carrière, ma vie professionnelle, je l'ai faite à Montréal, en fait, en publicité, en communication. Donc, je suis revenu à Nicolette en 2009. Donc, ça fait... Je pensais de venir prendre ma retraite à Nicolette. Mais, tu travailles encore pas mal. Oui, c'est ça. Je l'ai fait un petit peu. Ouais. J'avais gardé des clients. J'étais à Nicolet, j'avais une maison. J'avais gardé des clients que je servais par Internet. Okay. J'avais même un client qui me demandait, par exemple, de faire des textes en espagnol. Et j'avais un fournisseur qui, elle, habitait en Argentine. Donc, c'était une Argentine que j'avais eu la chance de connaître. Et puis, c'est elle qui faisait ma traduction. Alors, tout ça, ça se faisait par Internet. Mon client était à Toronto, donc je n'avais pas besoin de les voir. Puis, vers 2011, j'ai rencontré Donald Bartel. Et puis, j'étais intéressé par la politique à ce moment-là. La vision de François Legault, sortir un peu du dilemme qu'il y avait au Québec constitutionnel. Alors, je me suis intéressé à ça, puis j'ai été pendant 2 ou 3 ans attaché politique de Donald à plein temps. Puis depuis 2018, je suis à 3 jours par semaine pour Donald, en plus de faire mon émission Télécœur. Okay. En publicité, est-ce que tu étais surtout rédacteur? Ou Oui, j'ai commencé comme rédacteur, concepteur. Je ne suis pas capable de dessiner. À l'époque, en publicité, on travaillait beaucoup en couple. Tu avais un rédacteur, puis tu avais un graphiste. Okay. Et puis c'était à deux qu'on sortait des idées. Mais c'était l'époque où la publicité québécoise essayait de tirer son épingle du jeu de l'ensemble de la publicité canadienne. Ouais. Il y avait une agence qui s'appelait BCP, qui était l'agence qui a fait... Il y avait Cossette aussi. Cossette beaucoup plus tard, mais BCP, c'est vraiment eux autres qui ont défriché. Cossette, ils ont vraiment été dans les lignes majeures, eux autres, puis ils le sont encore, à moins d'avis contraire. Alors moi, je travaillais dans une agence, au début, américaine, à Montréal, puis qui se disait, nos clients n'ont pas capable de percer le marché du Québec. Comment ça se fait que ça marche chez BCP? C'est ça. On le voit, on regarde la télé, là, si une pub a été faite au Canada anglais ou aux États-Unis, on s'en rend compte tout de suite. Ouais. Il y a quelque chose de off, quelque chose, c'est pas nous autres. Non, c'est ça, puis ça prend du temps avec les annonceurs
qui dépensent beaucoup d'argent en publicité comprennent que la relation émotionnelle entre la marque et le Québécois n'est pas nécessairement toujours facile à faire. Il y a des clés à utiliser, il y a l'humour, il y a les enfants, il y a toutes sortes de choses, mais il faut le faire avec... il faut connaître notre public. Et quand tu le fais comme il faut, bien, pour ces clients-là qui font de la publicité, c'est payant parce que les ventes augmentent. L'humour, les enfants, on dirait qu'on parle des pubs du lait, là, quasiment. Là. Ben voilà, mais... Ça se casse. C'est très, très bon, mais dans les années 70, c'était la même chose. Il y avait une pub pour... Les petits puddings, le Rossecard. Les petits puddings, le Rossecard. Il y avait Pop Sacavi, sauce sec, Ficopin. C'était un enfant qui disait ça. Oui, qui est la conjointe de Exactement, de René Simard, effectivement. Alors, donc, moi, j'ai vécu là-dedans beaucoup, à une époque où il y avait beaucoup de turbulences, où la publicité québécoise était en train de prendre son envol. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler comme rédacteur, concepteur, avec un directeur artistique ou un graphiste, à sortir des sentiers battus puis à faire des choses qui... Y a-tu des slogans qu'on te doit, là, que tout le monde connaît? Bien, peut-être qu'il y en a un que tout le monde ne connaît pas, peut-être. C'était mon premier, je m'en souviens, c'était mon premier. C'était pour les fèves au lard les bises. Okay. Là, je vais le dire, mais c'était vraiment... mais c'était pour attirer l'attention, ça disait les fèves au lard les bises, des collines de bine de bonne bine. Ben oui. Ça, c'est le premier slogan je m'en rappelle. que j'ai fait. J'en ai fait un autre qui était pour les machines à coudre Singer. Ouais. Ça disait « Coudon, c'est facile avec Singer ». Oh. C'est un petit peu plus subtil. Alors, j'en ai affilé comme ça. Okay. J'ai travaillé... ça, c'est quand j'étais chez rédacteur-concepteur. Après ça, j'ai travaillé dans ma propre agence de publicité. J'ai eu on était 4 associés à un moment donné. Qui s'appelait? Prisme Communication. OK. Et un de nos clients importants à cette époque-là, c'était Distribution Consommateur. CEDAC. Ça, c'est ma campagne. C'est une des dernières campagnes que j'ai faites. Distribution consommateur, DAC. Ouais. Elle avait été un petit peu ridiculisée, ma pub, au Bye-Bye de 1991. Et puis, on était très fiers de ça parce que la notoriété que ça nous avait apporté. Ouais. Donc, comment il avait tourné ça? Je ne replace pas. C'est DAC. Donc, c'était un jingle qui était... je pense c'est DAC. Oui, c'est exactement ça. Okay. Ouais. Mais après ça, DAC, Distribution Consommateur, a été racheté par Provigo à l'époque. Puis c'est à ce moment-là que nous, on a perdu ce compte-là parce que c'était des nouveaux propriétaires. Puis ils ont pris leur nouvelle agence. Malheureusement, ils ont fermé après ça quelques années plus tard. Mais c'était plus notre compte à ce moment-là. Il y a une carrière en publicité dans les métropoles, finalement, à Toronto. Toronto, 3 ans à Toronto, puis le reste à Montréal. À Toronto, on fonctionnait en anglais ou pour traduire? Non, c'est-à-dire là, j'ai appris mon métier parce qu'il y avait besoin d'un rédacteur français. Donc, il me demandait de bien parler français. Alors, j'avais un patron qui était francophone, mais qui n'était pas toujours au bureau. Mais il fallait que je sois capable de comprendre la subtilité des messages anglais parce que ma job, c'était d'adapter des messages anglais en français. Un de ceux que j'ai fait, peut-être que vous vous souvenez, c'était comment on met le caramel dans la caramel. Ça, c'est pas de la conception, c'était de l'adaptation. C'est un concept... Le secret de la caramel. Oui, c'est ça. Dans les années... en 71, 72, ça roulait déjà, ces histoires-là. Puis j'ai fait aussi de la publicité pour Volkswagen à l'époque. Là, c'était la Beetle, la coccinelle qu'on appelait en français. Puis ça aussi, c'était de la bonne publicité américaine, mais bien faite, là, intelligente, mais créative. L'agence s'appelait Dane Burnback. C'était une agence très créative à Toronto. Et donc, moi, mon travail, mon défi, c'était d'adapter ça en français, puis que ça garde le même esprit, la même créativité, puis le même impact que ça avait. Alors, c'est sûr que c'est pas aussi intéressant que de créer, mais ça t'aide à apprendre ton métier, à voir les grands de ce monde, les maîtres de ça, puis ça te donne vraiment une bonne formation. Puis, donc, l'aspect créatif, ça a toujours été important dans ta carrière. Puis, puis là, ça joue un rôle aussi dans ce qu'on fait à Télécœur, là, parce que il y a beaucoup de choses qui sont sollicitées là, pour faire ce qu'on fait. Là. Ben oui, en fait, oui. Tu sais, les règles de la communication, souvent, c'est les mêmes. Il faut les appliquer, mais il faut être intéressant. Il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus, être original.
Puis il faut aussi savoir à qui on parle. Tu sais, il y a il y a un genre d'humour qui ne fonctionne pas avec tel type de public. D'ailleurs, une des choses sur lesquelles je me suis intéressé et que j'ai appliqué un peu, c'est ce qu'on appelait la segmentation psychographique. Au lieu d'avoir de segmenter ton groupe cible en personnes de 18 à 49 ans, adultes, avec un diplôme universitaire, etc., tu les segmentes par leur échelle de valeur. Okay. Il y a des gens qui sont conservateurs, il y en a qui sont plus avant-gardistes, il y en a qui sont on appelait les bons citoyens, il y en a d'autres qu'on appelait les early adopters, ouais. Les joiner activists, tous ces gens-là. Alors, on disait, bon, mais là, on va concevoir notre publicité, non pas en fonction de l'âge de la personne, mais en fonction de ce qu'elle pense par rapport à telle chose. Donc, le jingle qu'on faisait, ça était adapté au style de la personne. Okay. Puis les mots qu'on utilisait aussi. Si tu étais une personne conservatrice, on va dire « achète tel produit parce que tout le monde l'achète ». Si tu es un avant-gardiste, on va dire « achète tel produit parce que personne n'achète ouais. ». Alors, dans le fond, ça démontre qu'il faut tenir compte du public cible auquel on s'adresse. Mais là, est-ce que tu es en train de me dire que tu adaptes ça au travail d'intervieweur? Pas vraiment. Non, pas d'une façon systématique. Peut-être, je ne sais pas. Bien, c'est-à-dire, les règles la première règle que je m'impose, c'est d'être intéressant. C'est d'avoir quelqu'un qui est intéressant, mais intéressant à mon groupe cible. Oui. Pas, tu sais, parce que je sais que... Qui change à chaque fois ou... Bon, c'est les 50 ans et plus, disons. Bien, c'est ça. Alors... Là, comme tu disais tantôt, c'est assez vaste. Oui, c'est ça. Oui, en fait, tout à fait. C'est ça le dilemme ou le défi que j'ai. C'est que c'est plus monocorde. Là. C'est vraiment... On parle à différents publics, même s'ils ont 60 ans et plus ou 50 ans et plus. Il y a des gens qui sont très différents. Et donc, il faut s'adapter à cette réalité-là. Dans le temps, on disait... tous les goûts sont dans la nature. Aujourd'hui, on peut dire tous les âges sont dans la nature. Et les aînés font partie de cette équation-là aussi. Il y a eu un éclatement des modèles. On peut parler à la famille. Là. Avant, il y avait un type ou deux de famille. Maintenant, c'est une infinité. Là. Ouais. Il y a comme une fragmentation. Bon, déjà, à l'époque, vous fragmentiez le marché, exact. Mais c'est comme à l'infini, quasiment. Oui. Puis, tu sais, aussi, on peut mettre une dimension culturelle là-dedans. Si on regarde, par exemple, on dit que chez les Asiatiques, quelqu'un qui a 65 ans, aujourd'hui encore, là, ils considèrent ça comme un aîné. Pourquoi? Parce que pour eux, l'âge, c'est quelque chose d'important, de respectable et puis qui n'est pas menaçant puis traumatisant. Alors que nous autres, dans notre civilisation, bien, on favorise la jeunesse, on favorise l'agressivité, le go-getter, tout ça. Alors, on veut retarder le plus possible cette étape-là de notre vie où est-ce qu'on va s'appeler un aîné. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on parle ici de 74 ans, mais chez les Asiatiques, ça serait encore 65 ans. Donc, la dimension culturelle, c'est un autre élément dont il faut tenir compte quand on choisit de parler au monde. La FADOC, elle a dit 50 ans, pouf, vous pouvez avoir votre carte. Là. Oui. Mais c'est pas à 50 ans, les gens n'ont pas la perception d'être des aînés. Non, bien écoute, en fait, là-dedans, ce qu'on peut dire, c'est que puis moi, je peux le témoigner, là, plus tu vieillis, plus tu avances en âge, moins tu vois le fait de vieillir comme étant quelque chose de mauvais ou de problématique. Quand tu es jeune, tu considères que c'est atroce. Mais quand tu vieillis, tu ne considères pas que de vieillir, c'est quelque chose puis tu as de la misère à te considérer. Ça prend du temps avant que tu dis, bon, ben là, je suis un aîné. Ça prend. C'est pour ça que, probablement qu'un des défis de la FADOC, c'est de parler aux gens, mais un langage avec lequel ils vont bien se... Ouais, puis comme s'ils commencent à 50 ans, puis là, ça va. Après ça, c'est à l'infini. Ouais, donc, il faut qu'il y ait des activités, il faut qu'il y ait des choses pour toute cette clientèle-là. Exactement. Donc ça, c'est un beau défi pour eux autres. Oui, puis le défi que j'ai, moi, dans mon émission, justement, ça va de trouver des sujets, parce que dans les prochaines semaines, c'est ce que je vais faire, trouver des sujets qui vont intéresser
une variété de clients, mais toujours de clientèle, mais toujours dans la catégorie des aînés. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui ont des idées là-dessus, qui pensent qu'ils pourraient m'aider à faire ça, à le faire. J'ai une adresse courriel qui est 50 ans Télécœur. Ça, tu peux regarder la caméra, là, puis leur dire ça. Bon, alors, l'adresse courriel, c'est 50 ans Télécœur, à gmail.com. Et donc, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. J'en reçois déjà, d'ailleurs, pour nous aider, pour enrichir notre émission, pour enrichir ce qu'on veut faire. Alors ça, c'est une petite digression. Je ne sais pas si tu me l'avais demandé. Je voulais la faire tout de suite pour ne pas oublier de la faire. Même si j'ai un peu divergé de ton sujet. On commence à manquer de temps. Une dernière question par curiosité. Je ne sais pas si tu as fait l'exercice. Combien tombent dans la cinquantaine, dans la soixantaine, dans la soixante-dizaine, parmi les invités qui sont passés à date à l'émission 50 ans et après? Bien, je dirais que la majorité ont entre 60 et 70 ans. OK. J'en ai le deuxième. Est-ce que ça témoigne d'une perception que toi aussi tu as? Oui, absolument. Je ne veux pas trop aller en bas de 60 ans, mais j'en ai quelques-uns en bas de 60 ans. Puis je suis très content de les avoir eus parce qu'ils parlaient comme des gens qui étaient rendus à cette étape-là de leur vie et leur témoignage était fort intéressant. Donc, il y a beaucoup à apprendre en écoutant 50 ans et après, l'émission qu'a créée et que va continuer d'animer notre invité Germain Drouin, mon collègue. Merci de cette présence. Merci à toi. Germain. Alors à tous, c'était un rendez-vous d'aller voir 50 ans et après.